Une logique de la communication. Une logique de la communication, c'est un livre qui a été écrit à la fin des années 60 par 3 chercheurs de l'école de Palo Alto. Alors juste 2 mots, l'école de Palo Alto, c'est un ensemble de chercheurs et de thérapeutes qui, à partir des années 50, et sous l'influence de Gregory Bateson, ont proposé une nouvelle façon de considérer les thérapies et une nouvelle approche de la psychiatrie notamment. C'est une école qui est passionnante parce qu'elle allie à la fois une réflexion théorique extrêmement novatrice, avec l'apport notamment des approches systémiques dans les questions de soins et de thérapie, et une dimension extrêmement concrète. C'est des gens qui ont fait beaucoup de cliniques et qui ont suivi beaucoup de cas réels et concrets et qui ont beaucoup aidé les gens autour d'eux. Donc en ça, ils sont vraiment hyper inspirants et toujours hyper actuels dans leurs travaux. Ce livre donc, Une logique de la communication, publié à la fin des années 60, en 1967 par Václavic, Bevin et Jackson, se propose de questionner, je vais vous lire la première phrase du livre, nous proposons d'étudier dans ce livre les effets pragmatiques de la communication humaine, c'est-à-dire ses effets sur le comportement, en nous attachant plus spécialement aux troubles du comportement. Alors, c'est un livre qui est passionnant, hyper important, parce que la communication dans l'école de Palo Alto, c'est à la fois le problème et la solution. On va essayer de décrire ça. D'abord, ce livre, il est vraiment étonnant parce que il propose une posture assez radicale et assez, encore aujourd'hui, je trouve, innovante. C'est la posture qui considère la communication d'un point de vue pragmatique et systémique. Alors, c'est des gros mots, on va essayer de les expliquer. Quand on considère la communication, on peut s'intéresser à comment on produit des messages, comment on émet du code. On peut s'intéresser aussi à comment on fait du sens, c'est-à-dire comment moi je comprends ce que quelqu'un me dit, comment on peut avoir un référentiel commun. Là, le point de vue, il est encore dans un élément de dézoom, c'est le point de vue pragmatique sur la communication, c'est-à-dire ça s'intéresse à la façon dont la communication entre des personnes va affecter leur comportement. Ok ? Donc on a un point de recul et on a une logique un peu interactionnelle, c'est-à-dire qu'on va regarder les interactions entre les gens et ce qui se passe entre eux. Leur postulat aux chercheurs de Palo Alto, qui est essentiel, c'est que cette perspective de la communication, elle est suffisante pour comprendre des situations qui posent problème, par exemple dans des cadres familiaux, et pour intervenir en tant que thérapeute sur ces situations. Je m'explique. À l'opposé, par exemple, de l'école psychanalytique, suite aux travaux de Freud, les gens de Palo Alto disent « Nous, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne l'esprit humain. On trouve que c'est trop compliqué d'essayer d'avoir une théorie un peu rigoureuse sur comment fonctionne le cerveau, l'esprit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un individu. » Leur perspective, inspirée par la cybernétique, c'est de considérer que les individus sont comme des boîtes noires. Donc, il n'y aurait pas besoin d'expliquer nécessairement ce qui passe à l'intérieur d'un individu. Mais par contre, en dézoomant, on peut observer ce qui rentre et ce qui sort de ces boîtes noires et voir comment elles évoluent. Ok ? Donc, c'est un postulat qui est à la fois très modeste et très puissant parce qu'il permet de comprendre beaucoup de choses et d'agir sur beaucoup de situations. Deuxième postulat, essentiel aussi, c'est que pour comprendre une situation, il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir l'historique. On n'a pas besoin, quand on rencontre une famille ou une personne, d'après eux, de savoir tout ce qui s'est passé depuis leur naissance, mais en observant la situation à un instant donné et les interactions, ça suffit pour comprendre tout ce qui est nécessaire de comprendre. Ainsi donc, quelqu'un qui vient voir les chercheurs de Palo Alto en disant, exemple caricatural, hein, mon fils est schizophrène, leur démarche va pas être d'interroger et de s'intéresser au fils en lui-même et de comprendre pourquoi, dans son histoire, il a eu tel ou tel trauma qui pourrait expliquer aujourd'hui son état. Ils vont plutôt chercher à replacer le fils, la personne, dans son environnement, c'est-à-dire dans la famille, et d'observer comment il y a une communication qui crée cette situation où un individu de l'ensemble familial présente des symptômes de schizophrénie. C'est en quelque sorte une perspective qui est systémique. Pourquoi la systémique? C'est 3 aspects, si on simplifie vraiment. C'est
on dézoome et on a une vision d'ensemble, c'est-à-dire qu'on va regarder un ensemble, en l'occurrence la famille plutôt que l'individu. On va s'intéresser en systémique plutôt aux liens, aux relations entre les éléments qui composent cet ensemble plutôt qu'aux éléments pris séparément. Donc on s'intéresse pas à la psychologie de la personne, mais à la communication entre ces personnes. Et troisième point de la systémique, c'est on prend au sérieux la finalité du système. On considère qu'un système est parfait pour faire ce qu'il produit. C'est-à-dire qu'une famille qui produit un enfant schizophrène produira de la schizophrénie et que le symptôme de l'enfant schizophrène n'est qu'un symptôme qu'il faut traiter comme tel et il faut s'intéresser au système dans son ensemble et à sa finalité propre. Ok ? Donc ça, c'est la perspective que décrit les premiers chapitres de ce livre. Ensuite, l'intention de ce livre, c'est, en s'intéressant à la communication, encore une fois d'un point de vue pragmatique et systémique, de proposer une axiomatique. Encore un gros mot, qu'est-ce que ça veut dire axiomatique ? Ma définition très simple, c'est d'énoncer des principes de base qu'on va pas démontrer, mais par contre sur lesquels on va s'appuyer ensuite pour raisonner. Okay ? Des axiomes, pour l'école de Palo Alto, dans ce livre, il y en a 5. Le premier axiome, c'est « on ne peut pas ne pas communiquer ». Donc, ce que ça veut dire, c'est que on est toujours en train d'avoir un comportement dans toutes les situations. Et avoir un comportement, c'est déjà une communication. Si vous êtes dans un bar, au comptoir du bar, en train de regarder droit devant vous, les sourcils froncés, vous êtes en train de communiquer. Vous êtes en train de communiquer le fait que vous ne voulez pas avoir de conversation avec les autres. Donc on ne peut pas ne pas communiquer. Deuxième axiome, la communication, c'est à la fois le contenu, mais aussi la relation. On a toujours tendance à croire que communiquer, c'est transmettre des informations, c'est transmettre des contenus. Or, c'est faux. Et en plus, c'est pas suffisant comme regard. Si vous croisez quelqu'un dans un couloir qui vous dit « ramasse ce morceau de gomme par terre », l'information, elle est simple à comprendre. Mais vous avez besoin de comprendre un autre niveau. Vous avez besoin de comprendre quelle est la relation qui vous unit à la personne. Est-ce que cette personne est votre boss? Est-ce que cette personne veut vous intimider? Est-ce qu'elle vous demande un service? C'est quoi la relation qui vous unit à elle? Et donc, il y a dans toute communication contenu et relation, et c'est la relation qui permet de savoir quoi faire du contenu. En gros, si on n'avait que le contenu, on ne saurait pas quoi faire. Ok? Troisième axiome, la nature d'une relation, elle dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. Alors, terme bizarre, quand on voit des gens dialoguer de l'extérieur, on a l'impression que c'est un flot continu. Or, l'individu, à l'intérieur de cette séquence de dialogue, lui, ponctue, c'est-à-dire met les choses dans un certain ordre. Concrètement, dans un cas par exemple problématique, il y a beaucoup d'exemples dans le livre là-dessus, un peu daté, un peu des années 50, quand on a le mari et la femme qui sont en conflit, et le mari dit « Ah, je me replie parce que ma femme est hargneuse ». Donc lui, sa ponctuation, c'est « elle est hargneuse, donc je me replie ». Et la femme, elle, ce qu'elle va dire, c'est « bah, je le critique parce qu'il est passif ». Donc on voit que en fait, il y a une circularité, mais que pour chacun des individus qui composent cet ensemble de communication, les choses sont linéaires. Je fais telle chose parce que l'autre fait telle chose. Okay ? C'est ça qui va définir la nature de la relation. Quatrième axiome, il y a deux modes de communication chez l'être humain. Le mode digital et le mode analogique. Le langage digital, c'est assez simplement les mots. C'est ce qu'on pourrait appeler, nous, simplement le langage, c'est-à-dire le fait d'utiliser un vocabulaire. Digital, ça veut dire qu'il y a un code. C'est-à-dire que quand je dis chaise, le mot chaise n'a rien à voir avec la chaise. Okay ? C'est un code, c'est une convention. Et puis, il y a le langage analogique. Pour faire simple, c'est le non-verbal. C'est tout ce qui sort de, justement, ce que sont les mots. Ça va être la gestuelle, les mimiques, les inflexions de voix, le rythme, les intonations. Et le langage analogique, il est plus profond. Il vient peut-être de plus d'avant dans notre évolution. Or, le langage digital, il est extrêmement précis, les mots c'est extrêmement précis, mais il est assez inadapté pour ce qui a à voir avec la relation. En gros, on a du mal à faire du sens sur les relations avec des mots. Comment on s'en rend compte ? On s'en rend compte, par exemple, sur des questions de
relation amoureuse, de faire la cour ou de conflit. Dans ces cas-là, les mots qui sont employés ont assez peu d'importance. Ils sont même assez dénués de sens, ou s'occuper d'un petit enfant. Ce qui compte, ça va être le langage analogique, ça va être, encore une fois, tout ce qu'on va faire en non-verbal. Donc on a un problème parce que si le langage analogique était parfait, on va dire, il n'y aurait pas de problème. Le problème de l'analogique, c'est qu'il il est équivoque. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un pleurer, si cette personne ne dit rien, vous ne pourrez pas distinguer si cette personne pleure de joie ou de tristesse. Ok ? Donc on a deux langages, digital analogique. Le langage analogique est beaucoup plus apte à faire du sens sur la relation, mais plus flou, et en plus, et c'est un autre point, on ne peut pas dire des négations en langage analogique. Cinquième et dernier axiome, tout échange de communication est soit symétrique, soit complémentaire, selon qu'il se fonde sur l'égalité de la différence. Ce point-là n'indique pas quelque chose de moral, mais dit qu'il y a toujours une relation soit d'égalité, soit de différence dans les relations entre deux individus sur une communication. Pour terminer, comment on peut utiliser ce livre ? Alors, je ne vais pas prétendre d'avoir une synthèse du tout exhaustive, c'est très très riche, il y a beaucoup d'autres éléments et probablement j'en trahis une grande partie. En revanche, il y a 3 points, moi, qui m'ont vraiment intéressé à la lecture de ce livre et dont j'ai l'impression qu'il m'aide quasiment quotidiennement. Le premier, c'est cette possibilité du regard pragmatique et systémique. C'est-à-dire transformer votre regard sur les situations de la question « c'est quoi la cause ? Pourquoi telle chose arrive ?» qui souvent en fait est assez vain, produit pas grand-chose. Et passer à la question « qu'est-ce que cet effet-là produit ? Qu'est-ce que ça fait ?» Et avoir ce regard en dézoom, regarder les interactions, c'est quelque chose qui est assez riche et qui permet, et c'était la vocation de la philosophie pragmatique, de trancher des débats. Okay ? On peut avoir ce regard-là sur beaucoup de situations, pas seulement les questions thérapeutiques ou familiales, mais aussi en entreprise, aussi sur les interactions qu'on a avec nos proches, la possibilité de dézoom. Deuxième point essentiel, c'est s'intéresser au niveau de la relation dans la communication. Encore une fois, et notamment avec la communication en visioconférence, on a tendance à vouloir tout ramener au contenu. Or, communiquer, c'est au niveau de la relation, qui est essentiel, s'offrir une définition de la relation qu'on a avec l'autre et, in fine, s'offrir une définition de soi-même. Donc on communique pour entretenir son identité et quelque part c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fonction de la communication qui n'est pas de transmettre des messages mais qui est d'exister et d'exister relativement aux autres. Et ça c'est essentiel et il faut l'avoir en tête parce que sinon on peut faire des gros dégâts. Et on voit bien aussi que cette question de la relation, elle est parfois maltraitée parce que on se focalise sur le contenu, notamment en cas de conflit. Vous pouvez le voir dans les débats télé, vous pouvez le voir aussi quand vous avez un conflit, je sais pas, avec vos proches. On peut s'écharper pendant très longtemps sur des données, des faits. Est-ce que tu as rangé les clés là ? Non, je les avais mises là. Mais c'est toi qui avais rangé les clés. En fait, si on est honnête, le sujet n'est pas le contenu. Où est-ce qu'on a rangé les clés ? Le sujet, c'est quoi ? C'est la relation. Et c'est ça qui pose problème. Et donc, la solution là-dessus, c'est la métacommunication. C'est-à-dire de communiquer sur la relation, de communiquer sur la façon dont on communique ensemble. Ok ? Et dernier point, troisième apprentissage de ce livre très riche, c'est la notion de solution. C'est le grand combat de Václavic, un des auteurs de ce livre. Il faut quelque part abandonner l'idée de solution. Il y a cette idée, cet exemple d'une femme qui vient consulter les chercheurs de l'école de Palo Alto parce que son mari est illettré. La thérapie semble porter ses fruits, le mari prend des cours et apprend à lire et à écrire. La femme finalement appelle pour annuler la dernière séance et dit qu'elle divorce de son mari. L'adage, l'opération est un succès, le patient est mort. Ce que ça dit, c'est que on peut pas faire des changements à l'intérieur d'un système sans changer le système dans son ensemble. Faire des changements à l'intérieur du système, c'est déplacer le symptôme. On le voit aussi dans le cas des familles schizophréniques, c'est-à-dire que soigner un élément du système, parfois le symptôme bouge, ce que savent tous les gens qui font la systémique. Mais donc il faut s'intéresser au système dans son ensemble. Et là, il n'est plus question de solution, mais de changement plus modeste, plus concret, et qui passe aussi par la communication. Voilà, bonne lecture.